Géraldine, demain pour vos bulletins météo, passez une très belle soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20. Dans la région, nous reviendrons sur cette nouvelle affaire de pédophilie présumée en Haute-Savoie. Une plainte a été déposée le 30 mai dernier par les parents d'une enfant de 5 ans scolarisée dans une maternelle de la ville. Une cellule psychologique a été mise en place, c'est à Gaillard en Haute-Savoie. Le tunnel du Chambon ne rouvrira pas avant le 20 juillet. Un nouveau report qui désespère les habitants et l'économie locale, déjà mise à mal depuis sa fermeture le 10 avril dernier. Nous ferons le point avec Bernard Perazio, vice-président du conseil départemental de l'Isère. Et puis la 4e édition de Chefs de cœur, des chefs étoilés solidaires ont confectionné un menu en 6 plats dignes des plus grands restaurants au profit de la Banque alimentaire de Savoie. Deux grands titres au sommaire de l'édition nationale à 19h30. Forte hausse du chômage au mois d'avril, plus 0,7%. 25 200 demandeurs d'emploi supplémentaires. La situation est toujours très difficile pour les jeunes, malgré les différents dispositifs mis en place depuis 3 ans. Et puis 92 mesures pour simplifier le quotidien des entreprises et des Français. Généralisation des démarches administratives en ligne, notamment les inscriptions à Pôle emploi. Une simple déclaration de travaux suffira pour ajouter 40 mètres carrés à un bâtiment. Mais tout de suite, dans les Alpes, cette nouvelle affaire de pédophilie présumée. Le parquet de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, a ouvert une enquête sur l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 5 ans, signalée la semaine dernière à Gaillard. Et ce matin, une personne a été mise en garde à vue. Ingrid Pernet-Duparc, Serge Vorette. C'est en déposant leurs enfants à l'école ce matin que les parents ont appris la nouvelle. Sous le choc, ils ont été immédiatement pris en charge par la directrice de l'école, l'inspecteur d'académie et des professionnels de santé. On était toutes en larmes, on était inquiètes. Et bien sûr, c'est tout à fait normal, on est des mamans, on confie nos enfants à l'école, on fait confiance. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est l'école, parce qu'on ne sait pas si c'est à l'école ou ailleurs. L'enquête va nous dire plus. Mais autant que maman, oui, on était choqués. Bien sûr qu'on était choqués que ça se passe à l'école ou ailleurs. La petite fille de 5 ans, en classe de maternelle, dit avoir subi une agression sexuelle. La maman a porté plainte vendredi soir au commissariat de police d'Annemasse. Une expertise ADN est en cours, mais les premières constatations médicales présentent des traces suspectes évocatrices d'une atteinte de nature sexuelle. C'est une affaire qui est grave, c'est une affaire très grave. C'est compliqué pour les parents d'admettre que ça peut se produire chez eux aussi, ici à Gaillard. Donc c'est très compliqué à expliquer, bien sûr. Où et quand les faits se sont-ils déroulés? S'agit-il de personnel enseignant? Une audition filmée de l'enfant a permis de recueillir des éléments. Dans un communiqué, le parquet informe « L'une des hypothèses retenues par les enquêteurs serait que les faits aient pu avoir été commis au sein de l'école. » Ça a pu se produire dans l'école, mais dans l'école, il y a ce qu'on appelle le temps scolaire, hein, et puis il y a aussi ce qu'on appelle du périscolaire. On est dans une école où il y a une garderie, il y a de l'encadrement des élèves après le temps de classe, et puis il y a le temps de cantine. Il y a pas mal d'élèves qui sont également demi-pensionnaires. Bon, donc ça, c'est dans l'enceinte de l'école, mais ce n'est pas forcément pendant le temps d'enseignement. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue ce matin. L'audition est toujours en cours. Dans l'actualité également, le corps de l'alpiniste polonais disparu dans le Mont Blanc est recherché depuis le 25 mai, a été retrouvé aujourd'hui vers midi. Il a été retrouvé sur le glacier de Bionacé à 3250 mètres d'altitude au pic du Goutet. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Un mot de politique avec l'élection d'Éric Bonnier à la mairie de Lamure ce week-end en Isère. L'ancien adjoint de Fabrice Martiol, décédé en mars dernier, a obtenu 69,86% des voix face à Carlos Rivière, ancien conseiller municipal de l'opposition. Notez également qu'en Haute-Savoie, le préfet a institué une délégation spéciale afin d'assurer la continuité du service public sur la commune d'Annemasse jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil municipal. L'épineux dossier du tunnel du Chambon. Bernard Perazio, vice-président du Conseil général, répondra à nos questions dans quelques minutes. Vous savez sans doute que l'échéance de l'ouverture a été repoussée au 20 juillet. Alors qu'en Isère, comme du côté des Hautes-Alpes, l'économie est déjà en chute libre. Joël Serroni, Dominique Bourget.
Une terrasse déserte et en fond sonore le chant des oiseaux. Depuis la fermeture du tunnel, Gérard Tortosa occupe son temps comme il peut. Le gîte est vide, l'activité du restaurant et du bar tourne au ralenti. J'ai pratiquement plus de revenus, mais les charges continuent à être là. Il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye le chauffage, le bois pour l'eau chaude. Et puis j'ai une employée, il faut aussi, même si elle ne fait rien, il faut que je la rémunère. Quelques centaines de mètres plus loin, la station-service d'Hervé Ougier. Ses ventes de carburant ont chuté de 30%. Pour l'épicerie et les autres services, moins 20% environ. Si l'activité ne reprend pas cet été, le relais de l'Oise fermera. On fait beaucoup de petites activités pour essayer d'amener le plus de services possible à notre village, aux habitants du coin. Et puis à la fois c'est une affaire de famille et puis j'habite aussi dans cette maison. Donc si je perds tout, quoi. Même morosité dans les boutiques de Bourdoisan. Les touristes de passage ne sont pas au rendez-vous. Dans son magasin de produits régionaux, Sylvie s'ennuie et s'inquiète. Certains jours, la recette a du mal à atteindre les 50 €. Les journées sont très très longues. Il y a certains jours où je ferme avant 19 h, j'ai personne. Depuis que le tunnel est fermé, les caisses que l'on faisait au quotidien sont bien diminuées, même à plus de 50%. Dans les stations d'altitude, l'onde de choc ne s'est pas encore fait sentir, mais la saison d'été va bientôt démarrer, aux Deux Alpes en particulier, destination privilégiée des Italiens. Nous, on est plutôt en attente de notre clientèle journée au court séjour, qui vient pratiquer le ski à la journée, le VTT à la journée. Et on va dire 30% de nos clients qui pratiquent cette activité à la journée viennent de l'autre côté du col. Et ce n'est pas la barge assurant la liaison entre l'Isère et les Hautes-Alpes qui permettra de transporter les amateurs de ski d'été ou de randonnée. Au mieux, permettra-t-elle aux saisonniers de rejoindre leur poste de travail, mais il faudrait alors élargir les amplitudes horaires de ces navettes qui accueillent 250 passagers chaque jour. Voilà, une partie de Loisan donc en péril et de l'économie de Loisan. Bonsoir Bernard Perrazio. Alors vous êtes vice-président du conseil départemental de l'Isère. Quel espoir pour ces gens aujourd'hui? Quels sont vos mots pour leur donner un peu d'espoir? L'espoir, c'est de mettre tous les moyens humains possibles pour pouvoir contrecarrer cet accident géologique, cet accident de la nature. C'est une catastrophe économique pour Loisan, pour toute la vallée. Votre reportage l'indique bien, mais il faut que l'on aille très vite, tout d'abord pour réaliser ces travaux le plus rapidement possible, mais également pour mettre en place des mesures pour aider ces artisans, ces commerçants, ces entreprises qui sont et qui font face à de graves difficultés. Alors les solutions d'urgence, on a parlé des navettes, pas assez de fréquence. Est-ce qu'on peut augmenter la fréquence des navettes aujourd'hui? Donc nous avons eu une réunion de crise vendredi soir en préfecture sous l'autorité de monsieur le préfet de l'Isère, avec les préfets des Hautes-Alpes et le président du Conseil général des Hautes-Alpes également. Nous allons mettre en place 3 bateaux supplémentaires pour augmenter donc, cette fréquence de navettes. Mais c'est surtout sur l'axe des travaux, nous y reviendrons après, que nous travaillons pour aller le plus vite possible. Mais également, et là-dessus, Isère Tourisme, qui est un outil du Conseil départemental de l'Isère, met en place des mesures de promotion spécifiques pour avoir une communication positive sur cet événement, puisque l'accès à Loisan depuis Grenoble est tout à fait accessible. Non, c'est la même chose. Il n'y a pas de difficulté depuis Grenoble pour accéder aux Deux Alpes, à l'Alpe d'Huez, à Bourdoisan. Et que là-dessus, il faut vraiment que l'on communique positivement pour éviter que le tourisme au long cours croit ou interprète le fait qu'il y ait des difficultés d'accès. Qu'on choisisse les mots pour ne pas dramatiser, mais au contraire positiver la situation et inciter les gens qui peuvent se rendre là-bas sans problème, s'y rendre. Alors, on va parler un peu de ce tunnel. C'est quoi? C'est une montagne qui s'écroule? C'est un petit séchilien? C'est quoi? Un petit séchilien, certains l'ont appelé comme ça. Nous avons un glissement qui est repéré déjà depuis plusieurs mois. Un glissement qui est au-dessus de la voûte du tunnel. Ce tunnel a été construit dans les années 30 lors de la construction du barrage. Il a été construit à l'époque par EDF puisque la route historique passait au fond de ce barrage. Ce tunnel présentait quelques signes de faiblesse à l'endroit de l'impact actuellement du glissement. Nous avions programmé des travaux de nuit sur les mois d'avril, les mois de mai, de façon à ne pas gêner l'économie touristique locale. La géologie en a décidé autrement. La nature est allée beaucoup plus vite que nous, puisque
le glissement s'est amplifié. C'est amplifié dans sa, j'allais dire au niveau quantitatif. Nous avons actuellement 1 million de tonnes de rochers qui sont en mouvement et qui avancent en rapidité. Nous sommes de l'ordre d'une progression d'1 centimètre par jour. Donc ça veut dire on est encore dans le colmatage jusqu'au 20 juillet et ensuite on envisagera un tunnel, un nouveau tunnel? Non, pour l'instant, donc nous travaillons on a modifié légèrement notre programme. Nous allons injecter du béton à partir de cette semaine au-dessus de la voûte incriminée. Le tunnel fait 700 mètres de long et il n'y a que 20 mètres, j'allais dire, mais c'est 20 mètres qui gênent toute la circulation, qui empêchent la circulation. Sur ces 20 mètres, nous allons injecter du béton au-dessus de la voûte actuelle pour ensuite colmater les rochers qui sont en mouvement au-dessus de cette voûte. Et nous allons démolir cette voûte qui actuellement est complètement broyée par le glissement de terrain. Voilà. Et vous reviendrez pour nous expliquer à terme les solutions à très long terme, un autre tunnel. On aura l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir rendu visite, M. Perazio. Mobilisation des chauffeurs routiers français et européens. C'était hier sur l'aire autoroute de l'Abysse, près de Chambéry, en Savoie. Une rencontre organisée chaque année par la CGT afin d'échanger sur les conditions de travail de ces forçats de la route. Nathalie Rapuc, Bernard, Portugal. Allora, in Francia noi quello che chiediamo è interdizione di restare in cabina quando tu deve obbligatoriamente dormire soit en hôtel, soit è quello che diciamo. Fiorino, ce chauffeur italien se retrouve régulièrement avec ses collègues le dimanche, jour de repos hebdomadaire, sur les aires d'autoroute. Ici, sur l'aire de l'Abysse, pas de quoi passer une nuit confortable. Mais le problème majeur, c'est la sécurité des camions. On n'est pas obligé, mais c'est normal de prendre un repos en fin de semaine. On voudrait bien aller à l'hôtel. Mais surtout, il faudrait qu'ils fassent des parkings sécurisés, parce que sinon, quand tu reviens, tu risques de rien trouver. Sur les aires telles qu'elles sont là, ce n'est pas des aires gardées. Il faut savoir qu'il en existe des aires gardées, donc il n'y en a pas beaucoup, et c'est cher. Et en fait, on voit ici que, bien sûr, les voleurs, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'essayer de rentrer. Donc là, on voit une serrure qui a été forcée. Ils disent aussi qu'il y a des vols de gasoil qui se font. Sur ce parking, une trentaine de poids lourds se sont arrêtés ce dimanche. Ils viennent d'Italie, de Roumanie, de Lituanie ou de Pologne. Ils ont tous été victimes au moins une fois de vandalisme. Donc ils coupent, ils écartent et ils regardent est-ce que la marchandise est intéressante. Voilà. Objectif de cette journée de mobilisation et d'échange, dénoncer les conditions de travail et les inégalités de salaire entre les pays de l'Union européenne. Nous sommes tous des forçats de la route, mais des forçats de la route aux conditions d'esclaves, c'est pas bon aujourd'hui, dans le siècle où on est. Donc aujourd'hui, ce qu'on devrait pouvoir avoir, c'est des moyens pour pouvoir, je dirais, manger tranquillement à midi, dormir, pas obligatoirement dans une cabine, et puis des moyens aussi pour pouvoir, je dirais, se laver à des prix qui sont compétitifs. Après des kilomètres et des heures passées dans leur cabine, la convivialité et la solidarité entre routiers leur permet de supporter les conditions de travail toujours inégales au sein des pays de l'Union européenne. Et on va rester à table sous la férule de Julien Maché, chef étoilé du Farçon à Latania en Savoie. S'est déroulée aujourd'hui la 4e édition des Chefs de Cœur, une opération pour lutter contre la faim en Savoie. 7 chefs réputés ont concocté un menu digne des plus grands restaurants au profit de la Banque alimentaire. Claire Schaffner et Frédéric Pasquette. Les chefs installent leur cuisine dans l'entrée de la Banque alimentaire. On est loin d'un restaurant étoilé et pourtant, dans quelques heures, 150 clients vont déguster un menu gastronomique. C'est cuisine camping, mais c'est une petite épreuve. Avant les épreuves, c'était à Top Chef. Là, j'ai une épreuve à Chambéry. Le chef étoilé, Julien Maché, prépare son 4e repas caritatif pour la Banque alimentaire. Je me suis dit, mais on ravit des clients chez nous et puis on est peut-être un petit peu égoïste, on est dans nos restaurants, on essaye de faire du mieux possible, mais on ne voit peut-être pas un petit peu plus loin dans les poubelles les gens qui ont faim. Donc je me suis dit, non, c'était une idée comme ça. Et puis après on a contacté les amis chefs et puis eux m'ont toujours dit c'est super, on t'aide. On fait quelque chose qui est pour nous assez important, on est entre copains en plus, donc je dirais qu'on arrive à lier un petit peu le tout, quoi. On fait plaisir, on se fait plaisir et puis c'est un moment assez convivial. Ouais. Et puis je pense qu'aussi les clients vont se rendre compte un peu de tout ce que font les bénévoles. Les bénévoles justement, d'habitude leur tâche c'est la collecte et le tri. Ils devraient récupérer 1 tonne d'aliments cette année. Et depuis 6 mois, ils travaillent sur la soirée. On met combien de personnes par table? 10.
3 et 2. Ça apporte à la fois un peu d'argent en frais qui nous sert nous à financer des camions, des pleins d'essence, de la maintenance, et un petit peu de notoriété puisque c'est aussi important de pouvoir faire un focus sur la banque alimentaire, quelles sont ses activités, comment ça fonctionne, voilà l'autre point qui est important. Voilà, tout est prêt. Il ne manque plus que les convives. Addition du repas, 100 € par personne, soit 15 000 € pour la banque alimentaire. On reste en Savoie où se trouve depuis un an un bijou de technologie que les pilotes du monde entier nous envient. Le simulateur de vol sur hélicoptère d'Albertville. Il est de plus en plus performant, idéal pour se perfectionner aux manœuvres d'urgence. Jordan Guéant, Didier Albrand. De l'extérieur, une grosse boule montée sur vérin. Mais à l'intérieur, un vrai concentré de technologie. Les systèmes concurrents sont soit hydrauliques ou alors électriques avec air comprimé. Là, il n'y a pas d'air comprimé, en fait, c'est purement électrique et il y a zéro maintenance. C'est-à-dire qu'en fait, la maintenance est réduite à sa part la plus minime. Installé à Albertville, le simulateur AS350 est unique en Europe. Sa mission, reproduire à l'identique les conditions de vol du célèbre hélicoptère Écureuil sur tous les terrains. Il est déjà posé à Castellane, il peut aller se promener où il veut dans la campagne provençale. Alors dans les ordinateurs, des centaines de scénarios programmés. On a d'abord la possibilité d'apprendre à se poser sur une plateforme pétrolière à Albertville, puisque le simulateur a un programme pour une plateforme pétrolière. On peut se poser sur un bateau à Albertville dans le simulateur, parce qu'on n'a pas beaucoup de bateaux ancrés dans la région. Et puis on propose aussi des entraînements montagne, soit sur simulateur, soit effectivement sur appareil. Principal objectif, apprendre à faire face à tous les problèmes. Simuler près de 50 pannes impossibles à reproduire avec une vraie machine. Sur un engin pareil, sur un simulateur, on peut faire des exercices qu'on n'est pas capable de faire avec une machine réelle. Donc là, c'est sans risque. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors que sur une machine réelle, faire certains exercices, c'est un peu dangereux. En un an, 500 pilotes sont déjà venus se former ici. La police angolaise, en ce moment même, suivront les Indiens, les Pakistanais. Une formation au succès reconnu dans le monde entier, mais au prix top secret. La chronique montagne avec ce soir les clés d'une bonne orientation en montagne. GPS, applications sur smartphone, boussole ou carte du ciel. Quelles sont les meilleures méthodes pour éviter de se perdre et de faire appel aux secouristes? Rencontre avec deux spécialistes en la matière. Reportage Françoise Gay et Dominique Sommet. Quand le ciel s'assombrit, quand les nuages et le brouillard effacent le paysage, quand le sentier n'existe plus, comment ne pas se perdre en montagne? La vieille carte doit-elle être oubliée dans le placard au profit du GPS ou du smartphone? Dans les Bauges, rencontre avec deux accompagnateurs en montagne, Ludmila et Jean-Marc. Là-bas, le granier. Jean-Marc, c'est un peu le papa de la raquette à neige, dont il a développé la pratique en France dans les années 90. Mais c'est aussi un passionné d'orientation. Et pour lui, le risque de se perdre commence en bas, dans la forêt. La forêt, c'est plus difficile qu'on croit pour s'orienter parce que c'est un monde clos. Il y a très peu de repères. Il y a des arbres partout. Donc le plus simple pour ne pas se perdre en forêt, c'est de suivre le sentier et de ne pas le lâcher. Mais comment savoir s'il s'agit du bon sentier? Alors voilà, rien qu'en regardant la carte, on peut déjà voir qu'il y a un changement flagrant de direction. Et en fait, le virage sur la carte peut être considéré comme un repère, comme c'est un repère sur le terrain. Les pros confortent ces données en tirant des azimuts, simples avec un peu d'entraînement. Pour Jean-Marc, la carte et la boussole restent donc les outils de base pour le randonneur. Mais le smartphone ou le GPS, ce petit instrument qui nous fait avancer l'œil rivé sur l'écran, n'est-il pas la version moderne de l'orientation? Aujourd'hui, on a une visibilité qui est aléatoire mais acceptable. On n'a pas besoin du GPS, mais on peut s'imaginer dans un terrain comme ça, dans le brouillard complet, ça peut quand même être utile. Sur les crêtes du Margeria, nous retrouvons Ludmila, elle aussi accompagnatrice en montagne. Salut! Comment ça va? La jeune femme nous tient le même discours. Hors chemin, dans la neige ou partant de brouillard, le GPS ou le smartphone se révèle une véritable étoile du berger. Mais dans le sac d'Urmila, il y a toujours la carte, indispensable pour préparer la randonnée,
mais pas seulement. Je pars jamais sans, disons que si je ne l'ai pas, je pars pas. Il y a toujours l'aléa des outils, c'est-à-dire que soit de ne pas capter, soit un dysfonctionnement, une panne de batterie, des choses comme ça. Alors, que retenir? Quels conseils nous donnent ces deux professionnels de la montagne? Le sens de l'orientation n'existe pas, c'est surtout le sens de l'observation. Donc il faut observer le terrain. Et puis surtout, il faut être passionné et se former. Arrêtez de regarder le GPS et se fier vraiment à la carte pour savoir à quoi ça ressemble et savoir se repérer. Voilà, le GPS a tendance à perdre les gens. Et pour éviter qu'on se perde, Jean-Marc réactualise régulièrement son ouvrage sur l'orientation. La nouvelle version vient de sortir, à déguster par tous ceux qui veulent marcher vers le sud sans perdre le nord. Un retour aux sources de l'habitat maintenant. Longtemps délaissée dans la région, la construction en terre crue revient au goût du jour. Un festival lui est d'ailleurs consacré à Villefontaine en Isère. L'événement met en lumière différentes applications de ce matériau des plus traditionnelles aux plus innovantes. Cédric Picot, Antoine Marnas. C'est un tour d'horizon de la construction traditionnelle en terre crue. Sur ce bâtiment prototype, on trouve la technique du torchis venu du nord-est de la France, la bauge originaire de Bretagne, le pisé utilisé dans le Dauphiné et le Maghreb et les briques d'adobe répandues dans le sud-ouest et en Espagne. Des techniques différentes mais avec la même constante, construire avec un matériau fiable qui se trouve juste sous nos pieds. On a la même structure granulométrique qu'un béton de ciment. Donc on a des sables, des graviers, de l'argile qui sert de liant aux matériaux. Et les cimenteux ont exactement la même structure granulaire, sauf qu'ils ont remplacé le liant argileux par un liant chimique qui est le ciment. Un béton naturel et respirant, un matériau ancestral que les bâtisseurs cherchent encore à développer, comme avec ces panneaux pouvant servir de cloison ou ces expériences sur les coffrages de terre coulée, un procédé qui pourrait réduire de moitié les coûts de construction. Les techniques de construction en terre traditionnelles sont souvent assez coûteuses. Donc l'idée c'est de faire un parallèle un peu avec les techniques plus conventionnelles de béton de ciment et de prendre en fait leur mise en œuvre, qui sont des mises en œuvre un peu plus industrielles, passage en centrale à béton, en camion toupie, coulé dans des coffrages, vibré et décoffré. Donc c'est vraiment l'idée de baisser les coûts de production. Un potentiel pris très au sérieux au festival Grain d'Isère. Des chercheurs, des architectes et des constructeurs viennent partager de nouvelles applications pour ce matériau sain et écologique. Tous misent sur le retour en grâce de la terre dans le bâtiment. La filière, elle se développe. On a vu augmenter très fortement le nombre de professionnels qui savent vraiment la travailler, la mettre en œuvre. Donc du côté des entreprises de mise en œuvre, mais aussi du côté des gens qui produisent ces matériaux-là. Un regain éclairé par l'histoire. Délaissée au profit du béton, la terre était utilisée dans les 3/4 des constructions de certaines zones du Dauphiné jusqu'au début du XXe siècle. À l'échelle de la planète, on estime qu'aujourd'hui un tiers de l'humanité vit dans une maison en terre. Le pari audacieux de ce chauffeur de bus de l'agglomération grenobloise. Faire un tour de France en métro-vélo, ces vélos jaunes que l'on peut louer en ville. Objectif avoué, inciter les gens à prendre leur vélo pour se rendre au travail. Jean-Christophe Solari et Yves Mariglot étaient au départ de son périple ce matin. Salut tout le monde, à bientôt! Un coup de klaxon et le voilà parti pour son Tour de France à métro-vélo. Un pari fou, mais bien préparé. Quelques minutes avant de quitter l'anneau de vitesse de Grenoble, Olivier Bellepalme boucle ses sacoches. 23 kilos de bagages, indispensables pour ce long périple. J'ai compté à peu près 5500 km. En combien de temps? 50 jours. 55. Et première étape, 147 km, Grenoble-Sisteron. Avec 2 cols au programme aujourd'hui sur un vélo qui ne compte que 3 vitesses et pèse 40 kg, tout chargé. La bicyclette est un vélo de ville, celle que tout un chacun peut louer pour se rendre au travail. Aucune modification si ce n'est 2 pneus anti-crevaison, la démonstration par l'exemple. Si je peux faire autant de kilomètres avec un vélo aussi chargé, c'est que je pense qu'on peut faire quelques kilomètres pour se rendre au travail. Tous les jours et puis ainsi réduire fortement la pollution. Allez, top départ, c'est parti! Et il sait de quoi il parle, Olivier Bellepalme. Il est chauffeur de bus. Tous les matins, il voit les embouteillages et respire les gaz d'échappement. Alors son Tour de France, il y croit dur comme fer.
Une fois c'est lancé, c'est lancé. On peut plus m'arrêter. Enfin, j'espère. Avec le sourire. Je vous rappelle enfin cette information. Le parquet de Thonon-les-Bains a ouvert une enquête pour agression sexuelle présumée d'une petite fille de 5 ans. Les faits se seraient déroulés dans l'école du Salève, sur la commune de Gaillard, à la frontière suisse. Une personne a été interpellée. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale vers 23 h dans le Grand Soir 3 et son supplément régional. Demain midi, Pauline Allo. Je vous retrouve